Yes, we can. I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue. Il s'est encore passé beaucoup de choses cette semaine dans votre émission Pendant le 20h. En effet, mon cher Marcel, nous avons reçu les nouveaux influenceurs que sont les blogueurs. Nous avons parlé de l'art et la manière d'enseigner l'histoire aux enfants. Mais aussi d'architecture intégrée à notre belle île, de ces ateliers d'écriture qui réunissent les plus jeunes et les anciens. On regarde? C'est tout de suite. Elles sont deux des jeunes femmes les plus influentes de Corse. Elles ne sont pas élues, ce ne sont pas des chefs d'entreprise au sens classique du terme. L'une est blogueuse, l'autre illustratrice. Bonsoir Lucille Laurent. Bonsoir. Bonsoir Tiffaine Solaire. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et merci à vous, oui. Nous avons Alors, invité. je le disais, grosse influence en tout cas sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes consciente de l'impact de chacune de vos publications? Lucille. Alors, consciente directement, non. Mais c'est vrai que l'impact, c'est le mot-clé de l'influenceuse aujourd'hui. Je vois, voilà, dès que je mets quelque chose, un vêtement ou des chaussures, quelque chose de particulier, immédiatement j'ai un retour de ma communauté en me demandant où l'as-tu acheté, où l'as-tu trouvé. On est vraiment devenu une vitrine pour les marques, pour les boutiques, tout ça. Et on reviendra sur le lien. Je rappelle le nom de votre blog, Figura di Stile. C'est ça. Et pour vous, Tiffaine Illustration. Alors, consciente, non. Mais c'est vrai que voilà, les dessins, ça va susciter des réactions. Toujours. Donc, soit de la part de personnes comme moi qui vont envie de s'habiller, qui vont aimer l'idée, ou de la part des marques à qui ça va donner des idées justement voilà, pour communiquer et justement faire encore le lien avec la vitrine et présenter. La notion d'impact, Xavier. Oui, c'est assez étonnant quand on voit les chiffres. Il y a plusieurs milliers de personnes qui vous suivent. C'est ça. C'est pas trop dur, ça, parce que du coup, quand vous écrivez, est-ce que vous pensez à ces personnes qui vous suivent? Oui, c'est vrai que là, j'en suis à 17 000 personnes qui me suivent. Impressionnant. Hein. On n'a pas le droit à l'erreur, hein, c'est-à-dire que voilà, on a un fil conducteur qu'on doit suivre. Moi, je fais confiance à mes goûts. Et j'essaye de pas trop m'éparpiller et de rester vraiment telle que je suis pour que mes followers, ils m'ont suivi pour quelque chose. Donc il faut qu'ils me retrouvent au fur et à mesure de mes posts. Mais c'est une pression? Oui, c'est une pression parce que les gens ne se rendent pas compte que c'est vraiment un travail au quotidien. C'est, voilà, on fait une belle photo, alors on a l'impression que c'est une photo prise comme ça, mais non, il y a du travail derrière. Et c'est quelque chose, on a envie que ça plaise. Parce que voilà, c'est comme on dit, notre Instagram, notre blog, c'est notre vitrine. Donc on a envie que ça plaise. Et puis moi, c'est un deuxième métier maintenant. Donc il faut que les gens s'y retrouvent. Est-ce que vous avez parfois des retours négatifs? Et du coup, ils apparaissent sur le blog. Oui. Est-ce que vous les laissez ou est-ce que vous vous dites... Ah oui, bon, pour l'instant, je n'ai pas encore de haters, comme on appelle ça aujourd'hui. Ça permettait d'avoir un autre vocabulaire, parce que c'est un vocabulaire particulier, finalement. Donc non, pour l'instant, c'est vrai que j'en ai pas tellement eu. Mais voilà, quand j'en ai, je leur réponds comme aux autres. Hein. Je peux avoir des compliments, je peux avoir des gens qui sont pas tellement d'accord... Mais voilà, je leur réponds. Ensuite, en ce moment, ce qui est bien sur Instagram, c'est qu'ils ont mis en place des petits sondages. Donc, on pose des questions, oui, non. Vous pouvez tester en direct. C'est ça. Donc, c'est ça qui est sympa. Chacun donne son avis. Puis même si l'avis est négatif, chacun peut dire ce qu'il pense. Et je trouve que c'est encore plus sympa. Et vous en tenez compte des résultats du sondage? Oui, vraiment. Puis Instagram et les blogs, c'est vraiment la notion de partage aujourd'hui. Donc... Voilà, cette notion d'échange, c'est moi là-bas, c'est pour ça que j'ai fait ce blog. Sur la notion de communauté, alors vous, sur le blog, c'est très palpable, je dirais. Vous, en tant qu'artiste et créatrice, comment vous le ressentez? Alors, je le ressens parce que les gens ils sont vachement en interaction avec moi. Et du coup, moi, j'essaye aussi beaucoup de l'être parce que ils me donnent leur avis. Puis moi, j'aime bien poser des questions. Je fais un dessin. Je dis alors, au niveau de la veste, vous êtes plus bleu ou plus vert en ce moment. Donc, chacun va y aller un peu de son avis. Ah, moi, je suis plus rouge. Non, moi, je suis vert. Donc, on voit un peu aussi les tendances qui ressortent. Et du coup, comment les gens vont avoir des idées et comment moi, je peux les aider à avoir des idées peut-être de comment s'habiller. Alors moi, je me suis toujours posé la question, faussement naïve, est-ce que tout ce qu'on voit sur le blog est vrai? Parce qu'alors, la silhouette, le maquillage, la coiffure,
tout est hyper travaillé. Vous êtes comme ça vraiment au quotidien? Si c'est le cas, je vous dis bravo. Vraiment. Si c'est pas le cas, je dis tricheuse un peu quand même. Lucille. Oui, non, alors, moi, c'est dans ma personnalité. Depuis toujours, depuis que je suis petite, je suis tirée à 4 épingles. C'est vraiment un trait de ma personnalité, à l'école, au travail, voilà. C'est ma façon d'être, je suis tirée à 4 épingles. Donc c'est vrai que, bien sûr, c'est exacerbé sur le blog, parce que je vais pas mettre une photo où j'ai les cheveux en l'air, ou voilà. On essaie quand même de garder une belle image. Mais c'est un de mes traits de caractère. Et du coup, à l'école, parce que vous êtes enseignante. Et alors, est-ce que parmi vos, alors je sais pas, on dit followers, non, oui, je crois qu'on dit. Followers, est-ce que vous avez certains de vos collègues qui vous suivent, ou le directeur peut-être de l'école, je ne sais pas. Oui, tout à fait. J'ai mes collègues, et quand je leur ai dit que je venais à France 3, super. Non. Et puis j'ai même mes élèves. Voilà, j'ai des CM2, donc ça y est, c'est les pré-ados. Donc les mamans me connaissent, connaissent mon blog, voilà. Lisa, dans cette histoire justement illustrée, histoire de la Corse racontée aux enfants, c'est 7-11 ans la cible essentiellement. Même mais il y a plusieurs adultes parfois. Il y a plusieurs lectures, on y reviendra. On suit les aventures donc de Nadal et Sérène et de l'abeille à Babel, donc au fil des époques. Vous vous êtes appuyé sur des ouvrages de référence. On peut citer peut-être quelques-uns des auteurs, Antoine-Marie Gradiane, Michel Verger-Francesque ou Jean-Marie Arrigue. Comment s'est organisé ce travail de recherche, de compilation et de sélection surtout, parce que évidemment il y a des figures très... ce sont des évidences, des faits historiques évidents, mais voilà. Comment s'est passé ce travail de sélection et de recherche? Comme tout travail d'historien, en fait, c'est le croisement des sources qui détermine finalement les choix opérés. Bon, il y a toujours une part de subjectivité, mais comme toute science humaine, on dira que la part de subjectivité est importante. Là, on a fait véritablement des choix, certes d'évidence, des personnages incontournables, des hauts faits, puisque c'est une histoire chronologique et non pas une histoire thématique. Donc évidemment, il y a des périodes... il y a des moments clés de l'histoire de la Corse. Après, nous avons été aussi limités par le nombre de pages. Le support aussi. On aurait pu faire plus sur certaines périodes. De toute façon, on peut toujours faire plus. Je sais que moi, j'ai eu quelques frustrations, par exemple, sur le XXe siècle. Le XXe siècle, il y a tellement de choses qu'on peut dire, et surtout sur la fin, sur le Riaquiste, et malheureusement, on a été obligé d'avancer et de faire des choix. Voilà. Donc, on a croisé ces sources, on a travaillé sur, évidemment, Antoine-Marie Gradiane, sur Jean-Marie Arrigue, qui en plus a livré récemment une chronologie aux éditions Albiane, donc qui était aussi très importante pour nous parce que ça nous a permis justement de voir que cette chronologie, elle était aussi dans nos ouvrages, donc qu'il y avait des recoupements qui pouvaient s'exercer. Je pense aussi au travail, par exemple, sur le Moyen-Âge de Philippe Colomban, qui est un travail aussi remarquable. Donc il y a une rigueur scientifique. Bien sûr. Tous les deux, nous sommes historiens de formation, donc on a retrouvé finalement, si on peut dire, les réflexes d'un travail historique. Est-ce que vous avez appris des choses ? On apprend toujours des choses en histoire de toute façon. Moi, je suis contemporanéiste. Frédéric a travaillé plus sur l'Antiquité. Frédéric Bertocchi, oui, a travaillé plus sur l'Antiquité. Donc c'est vrai que par exemple, il avait travaillé aussi beaucoup sur Paoli, etc. Mais par exemple sur le Moyen-Âge, qui est une période un petit peu méconnue, évidemment qu'on apprend des choses et qu'on découvre des choses qu'on ignorait. Marie-Dominique, quels sont les outils pédagogiques à disposition de l'enseignement de l'histoire de la Corse? Alors, on a des manuels. Là, vous en avez apporté quelques-uns. Je vais les montrer. Le dernier né. Vous embêtez pas. C'est le manuel de 3e, donc dans lequel on peut trouver une rubrique dédiée à l'histoire, avec le souhait d'avoir un angle un petit peu différent, c'est-à-dire que c'est pas une leçon d'histoire, parce que le professeur de Corse n'est pas professeur d'histoire, donc c'est simplement donné, par exemple, pour la Première Guerre mondiale, on a choisi de traiter des insoumis, voilà. D'accord. Voilà, c'est donc quelque chose de précis qui peut être le point de départ après d'une leçon d'histoire, et d'une leçon d'histoire peut-être du professeur d'histoire, puisque maintenant on a quand même un grand nombre de classes bilingues, que ce soit dans le premier ou dans le second degré. Donc là, le prof d'histoire peut prendre le relais, ou l'inverse, ou inversement, le prof de Corse peut prendre le relais du prof d'histoire et traiter vraiment
une partie de l'histoire de la Corse à partir de l'histoire mondiale, par exemple. Dans le premier degré, à ma connaissance, enfin en tout cas Canopé, l'ex-CRDP, n'a pas fait de manuel vraiment d'histoire. Donc Lise a cité la Storia dei Corsica, qui est paru il y a 1 ou 2 ans seulement. Et qui est, je sais, employé par tous les enseignants, parce que justement on manque énormément d'outils. Alors là, vous avez par exemple le Nanto i Passi di Pasquale Paoli. Donc nos productions à Canopé sont soit uniquement en corse, soit uniquement en français, soit dans les 2 langues. Je pense aux 50 documenti di storia, par exemple. Mais c'est vrai qu'on est en demande, enfin, on a une demande permanente de la part des enseignants qui sont vraiment, ils se ruent sur toutes les productions parce qu'il y a un manque vraiment cruel. Et nous, il y a une appétence. Parce qu'il y a oui, qu'il y a une sûr. appétence pour parce cette que histoire comme de je la le disais Corse. tout à l'heure, et on a fait des progrès donc dans la culture générale chez les Corses, et donc les gens ont besoin d'outils. Et quand Lise disait non, c'est un outil, c'est ludique, mais bon, ça peut très bien devenir un outil pédagogique. Ça, je suppose que ça va vite le devenir, d'autant plus que j'ai appris que donc la version corse serait bientôt disponible. Tout à fait, oui. Et pour les enseignants, ça va être, je pense, une mine, c'est quelque chose, un outil vraiment très apprécié. On a tous en tête la débâcle du Louvre sous Mitterrand qui a créé un tollé politique. Du coup, je voulais savoir comment se passe concrètement l'intégration d'une nouvelle structure à côté d'un bâtiment classique ancien, du patrimoine. Ouais, voilà. Alors, je pense qu'on peut intervenir de 2 manières différentes. Soit dans une continuité de travail, c'est pas ce qui a été forcément utilisé au Louvre, soit en rupture avec le bâtiment existant, en rupture mais en même temps avec un travail de lien entre les 2 éléments. Ce qui a permis, par exemple, le Louvre, la pyramide du Louvre sous Mitterrand de Paye par rapport à l'ensemble du musée, c'est que c'était un musée qui était assez fermé et ça a permis de réouvrir le musée et de le rendre de nouveau accessible au public. Mais après, sur la partie architecture, Michel. Il y a vraiment plusieurs approches, je dirais, quand on a affaire à un bâtiment qui revêt une importance patrimoniale assez remarquable. Mais nous, c'est vrai que on a tendance à essayer lorsqu'on intervient dans ce type de cas de figure, on va dire, de réinterpréter l'ancien, d'essayer de dialoguer avec lui sans pour autant le mimer, en adaptant les codes et par exemple certaines proportions, certains types de mise en œuvre aux besoins actuels et aux manières de construire d'aujourd'hui. Voilà. Aïssa, cela fait partie, tout ce processus de la démocratisation de la connaissance architecturale? Oui, complètement. Ce travail, finalement, même d'analyse avant tout de la ville, analyse de l'histoire, déjà, ça permet dans un premier temps d'expliquer les projets architecturaux. À l'époque, c'est vrai, toujours maintenant, dans les esprits collectifs, on a vraiment cette idée de l'architecte qui veut mettre sa patte. Souvent, nous, on le vit dans notre vie de tous les jours, nos clients, des fois, pensent, c'est vrai, mais finalement, d'étudier l'histoire, d'étudier un processus, le processus de la ville, ça démocratise parce que ça touche chacun d'entre nous, parce qu'on touche vraiment à la culture collective. Donc c'est vraiment une manière de démocratiser l'architecture, de venir prendre vraiment l'histoire comme fil conducteur. Alors vous parlez de la patte de l'architecte. On a souvent l'image de l'architecte artiste qui n'en fait un peu qu'à sa tête, on va dire ça comme ça, ou en tout cas qui veut faire plaisir à son client. Et puis, on a l'impression, ces dernières années, que la profession a évolué et qu'elle prend désormais en compte l'intérêt, ou en tout cas l'espace public. Est-ce que vous le constatez vous-même? Est-ce que vous avez également évolué dans votre manière de travailler, peut-être, Katia? Alors,
Moi, c'est vrai que je suis architecte des PLG, mais que je ne fais pas de maîtrise d'œuvre comme le font Alicia ou Michel. En revanche, c'est vrai que le métier a évolué, d'abord parce que l'histoire, notre manière de vivre a évolué, l'habitat a évolué, la société a évolué. C'est-à-dire qu'effectivement, à une époque, il y avait l'architecte, c'était un petit peu le maître et l'artiste aussi. Et il y avait les disciples qui suivaient le maître. Et puis progressivement, avec le Siam et avec le Bauhaus, l'école du Bauhaus, et l'architecture contemporaine, moderne, enfin les courants modernes, ça a un peu évolué. Et puis avec aussi le besoin d'immeubles sociaux, de logements sociaux, on a eu besoin, je veux dire, de travailler autrement. Et ce sont des équipes d'architectes et des agences d'architecture qui se sont montées. Aujourd'hui, Orme a ces 4 jeunes architectes, voilà, qui forment cette agence. Mais voilà, on retrouve des agences avec plusieurs architectes dans l'agence. Et il n'y a plus le maître et les disciples. Donc effectivement, le travail a changé et l'approche avec le client aussi, forcément, le client a changé et avec le public, dans la manière de construire, a évolué forcément. Et ça se retrouve également dans les matériaux utilisés. Oui, complètement. Ça se retrouve dans les matériaux utilisés. Bon, aujourd'hui, voilà, on s'aperçoit que les matériaux, on est beaucoup quand même dans une mondialisation des matériaux, mais on vient donc avec les différents projets finalement qu'on aborde, essayer de réfléchir sur les matériaux qui viennent répondre à un contexte, à une histoire. Et le bois. Exactement. Voilà, exactement. Et tout ceci toujours en collaboration. C'est pas l'architecte seul dans son coin, c'est en collaboration. Déjà, comme le disait Katia, nous, donc on est un groupement de 4 architectes. Donc c'est toujours. On va peut-être citer les 2 autres. Voilà. Donc c'est François Tramogne et donc Jean-Mathieu Delipovski. Donc on est 4 jeunes architectes et on a toujours déjà cette manière de travailler de façon collective où on vient vraiment mettre en place un projet qui vient déjà faire l'unanimité sur nous 4. Donc on va dire en intégrant bien sûr l'ensemble de nos maîtrises d'ouvrage, que ce soit des maires ou autres collectivités. Voilà. Et mon petit préféré, Thérapie et la chute du British Museum, bien sûr. Alors l'action se passe au centre de Watercroft. C'est une grange et une ferme qui accueille des stages dans l'écriture sur 4 jours, des stages assez courts. Il y a 5 personnages et une voix. Il y a les auteurs. Il y a Maud, qui est une romancière anglaise à succès bourrée de sex appeal. Il y a Léo, auteur juif américain habitué des prix littéraires et un petit peu ours mal léché. Il y a Simon, jeune auteur, un petit peu génial mais complètement égocentrique et intelligent, qui veut révolutionner la littérature en proposant un roman de 250 pages, de pages blanches, bien sûr. Il y a Jérémy, qui est l'administrateur de ce stage, un petit peu anxieux. Et puis il y a 14 étudiants. Alors, sur scène, il n'y en aura qu'un d'étudiant, c'est Penny, une jeune institutrice, beaucoup moins naïve qu'elle n'y paraît. Et puis il y a la voix. La voix, c'est le mari de Maud, qu'on entend sur le répondeur. Alors lui, il n'a rien à voir avec l'écriture, c'est des questions bassement domestiques qui l'assaillent. Et je peux vous assurer que vous allez mourir de rire quand vous allez entendre cette petite voix dans le répondeur. Alors, Maud veut séduire Simon, Léo veut séduire Maud, et Simon, on ne sait pas qui veut séduire, je vous laisse la surprise. Donc à travers tous ces personnages, c'est plusieurs conceptions de l'art, de la vie et du sexe qui vont s'affronter. Lodge fait ce qu'il fait de mieux, il fait de la satire avec ça. Le rapport aux éditeurs, au public, aux critiques, aux médias, tout ça est passé au crible de Lodge, c'est à mourir de rire. Ça parle aussi de la douleur et du plaisir d'enfanter d'un livre, et il tire à boulet rouge sur le milieu littéraire, sur ses vanités, sur ses faiblesses, sur ses petitesses, et parfois tout ce qu'il fait sont ridicules, et franchement, c'est fait avec un humour absolutely irresistibly so British. Vous allez... Wonderful accent, Marcel. Merci. Donc voilà, moi j'adore David Lodge, j'ai adoré cette pièce, et franchement, on passe un excellent moment, ne fût-ce qu'à la lire. La voir, c'est encore autre chose, mais rien qu'à la lire. Vous êtes convaincu? Ah oui, j'adore David Lodge, j'aimerais bien voir la pièce. J'ai adoré Thérapie, j'ai adoré l'auteur. Je sais qu'elle a été présentée au Festival d'Avignon en 2015, et peut-être que si on tape un petit peu sur un moteur de recherche sur Internet, on va pouvoir la trouver. Ah, on le note. Est-ce que les ateliers se finissent par une lecture? Oui.
je suppose que c'est un moment assez particulier pour les auteurs en herbe. Alors c'est toujours très émouvant selon les textes, mais c'est aussi une manière, en tout cas pour les personnes âgées, d'affronter un peu ce qu'elles ont vécu. Et ce qu'on m'a souvent dit, on peut imaginer qu'une maison de retraite, les gens se retrouvent à table, qu'ils discutent, qu'il y ait des échanges, et en fait pas du tout. Ils se retrouvent à table, mais j'ai envie de dire... Il y a un isolement. Voilà, il y a un isolement. Ce sont des solitudes qui se retrouvent à table. Et ce que m'ont dit dans les divers établissements d'ailleurs, ce que m'ont dit les résidents, c'est que grâce à l'atelier, ils se sont rencontrés. C'est-à-dire que j'avais des personnes qui dînaient à la même table, mais qui ne se parlaient pas forcément, qui ne savaient pas qui elles avaient été, quel métier elles avaient fait, quels étaient leurs centres d'intérêt. Et donc c'est vrai que le fait de lire ce qu'on a écrit en fin d'atelier, ça crée du lien. Oui, c'est le lien qui reste. Et en plus de la lecture, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on voudrait valoriser le travail qui a été mené jusqu'à présent à travers la réalisation d'un ouvrage collectif qui rassemblerait les textes et puis des portraits des personnes qui ont pu collaborer. Donc on espère pouvoir mener à terme ce projet-là. Ah oui, ce sera un très bel ouvrage. Vous viendrez nous le présenter. Oui, on espère bien. Il nous reste quelques minutes d'émission et je vous propose de répondre à notre interview B.A.B.A. Alors, le meilleur moment pour écrire, Dominique, pour vous? Le matin. Le matin, tôt. Jamais le soir, je suis bonne à rien le soir. Le matin, très tôt. Je peux me lever à 5 heures du matin pour écrire. C'est là, vraiment, j'ai les idées très, très claires. Avec un rituel particulier? Alors, mon rituel, il faut que je sois propre. Il faut que j'ai pris ma douche. Voilà, j'ai bu mon café, j'ai pris ma douche. Voilà, je m'habille. Je peux pas, parce que je pourrais très bien, aller au saut du lit, me mettre devant mon ordinateur. Mais non, il faut que je sois... que je me parfume, voilà. Voilà, apprêté, en tout cas. Apprêté. Le meilleur moment pour lire, Lionel? Pour lire? Oui. Le soir, après la journée de travail, c'est bien. Sans rituel particulier. Un canapé et puis... Le canapé fait la blague. Un livre ou un auteur qui vous a donné le goût des mots? Moi? Les deux. Oui, il y en a beaucoup. Oui, il y en a tellement. Le goût des mots, j'ai envie de dire Flaubert. Oui. Parce que pour moi, c'est la perfection stylistique. Ensuite, Proust, parce que pour quelque chose de particulier, parce que bon, je l'ai déjà répété, et il m'a guéri d'un chagrin d'amour, et donc bon, ça c'est quand même... Oui, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde. Après, Colette, beaucoup de... Lionel. D'auteurs. Moi, Jim Harrison. Ah, voilà. C'est vrai que je lis beaucoup de choses tournant autour de la littérature américaine. Je sais pas, vous conseillez peut-être Raymond Carver. Carver, faut dire. On vous fera une petite sélection. Le livre que vous auriez adoré écrire? Alors, peut-être deux. On a droit à deux. Allez-y. Alors, un contemporain, Nicole Cross, L'histoire de l'amour. C'est une très belle histoire dont le personnage principal est un livre. Donc c'est une construction en abîme, c'est une construction extraordinaire et c'est très très beau. Je conseille ce livre, L'histoire de l'amour. Ensuite, Flaubert, j'aurais bien aimé écrire 3 contes par exemple de Flaubert. 3 contes parce que justement il arrive à décrire différentes époques, le Moyen-Âge, l'époque contemporaine, avec une perfection justement de la langue. C'est toujours très très beau. On a l'impression qu'il y a 0 travail derrière, alors qu'il y a un travail colossal. Et c'est du génie, quoi. Et en 30 secondes, c'est un véritable exercice. Les prochains rendez-vous pour les ateliers, peut-être... Écoutez, peut-être durant le premier semestre, on va essayer de formaliser tout ça. En attendant, l'atelier... il y en a en ce moment à la médiathèque des Cannes, les contes graphiques, voilà. Super. Et à venir, l'atelier pour adultes. Oui, tout à fait. Très bien. Marcel, bonsoir et merci. Dominique Maime, Lionel Giacomini, merci. Revenez nous voir quand vous le souhaitez. Pendant le 20h, c'est terminé, mais ça continue sur
Internet. Merci de votre fidélité. Salut, à demain, toujours sur France 3 Corse via Estelle.